le nouveau gouvernement français en marche désormais avec 22 membres, 18 ministres et 4 secrétaires d'État, pour moitié des femmes. La promesse donc de parité est respectée. Gouvernement relativement resserré aussi. On n'est pas tout à fait revenu aux 18 ministres et 4 secrétaires d'État, ou même 19, c'était sous François Fillon, premier gouvernement Fillon, mais il n'avait pas tenu le temps des législatives. On avait vu apparaître une nouvelle équipe beaucoup plus large. Est-ce que ce sera le cas à nouveau cette fois-ci? On en parle avec Brigitte Gaïti, politologue. Vous enseignez à l'université Panthéon-Sorbonne. Merci d'être avec nous. Merci à nouveau également à Patrice Duhamel, journaliste politique et co-auteur de l'Élysée, Histoire, secret, mystère, paru en février chez Plomb. Claude Veil est chroniqueur politique, éditorialiste à Nice Matin, Var Matin, et Jean-Jérôme Bertolus, journaliste politique à l'Opinion. On évoquait à l'instant la recomposition en cours avec l'entrée au gouvernement, notamment de Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Il y a également la surprise Nicolas Hulot dont on va reparler. Patrice Duhamel, vous vouliez réagir? Oui, Jean-Jérôme Bertolus, à mon avis, évoquait un problème. Si on veut faire la synthèse de tout ce qu'on peut imaginer ou penser, et de ce que l'on sait, même si on ne sait pas tout sur ces 22 ministres et secrétaires d'État, moi je dirais que c'est un gouvernement modéré, de la droite à la gauche, et que c'est un gouvernement européen, et même très européen. Et je pense qu'il y a très longtemps qu'on n'a pas eu un gouvernement aussi européen. Alors, est-ce que ça répond à 100% d'accord, oui. Et ça, c'est, je pense, très important. Et moi, une des choses qui m'avait impressionné dans la campagne d'Emmanuel Macron, c'était le risque qu'il prenait. Moi, je pensais que c'était un risque, moi qui suis très européen, en faisant applaudir à chacun de ces meetings l'Union européenne, compte tenu de ce que l'on sait de l'opinion publique française par rapport à Bruxelles. Je trouvais ça très courageux. Donc, ça se traduit dans ce gouvernement, et je crois que c'est quelque chose vraiment très significatif. Un gouvernement avec notamment l'entrée et au poste de ministre, au rang de ministre d'État et au ministère de l'Intérieur, donc de Gérard Collomb, qui s'est exprimé aujourd'hui. Je vous propose de l'écouter. J'ai conscience, en arrivant ici, que mon premier devoir sera de tout faire pour protéger nos concitoyens. Nous veillerons à faire en sorte que toute propagande qui remettrait en cause l'idée républicaine puisse être combattue. Voilà, ministre d'État Gérard Collomb, au premier rang protocolaire du gouvernement, la fidélité récompensée d'une certaine manière. Est-il à sa place? Qu'a-t-il montré finalement à Lyon en matière notamment de sécurité? Ah, ça, je ne sais pas, je pense qu'il a fait des politiques qui étaient assez, d'ailleurs, réputé comme étant assez efficace. Je ne sais pas il s'est lancé avec toute une redivision du travail administratif à Lyon. Mais sur cette question, juste un point, parce que je repensais à ce qui était dit sur le ministère européen, le gouvernement européen. Oui. En fait, parce que le ministère des Affaires européennes échoue à Marielle de Sarnez, une proche de François Bayrou, avec comme ministre de tutelle Jean-Yves Le Drian. Est-ce qu'en fait, ce qu'on va avoir là, on a l'impression que le gouvernement est nommé, mais il n'est pas encore qualifié en fait. Parce que tout le monde est dans une espèce d'incertitude, mais il va être qualifié progressivement ces jours-ci par nous, par vous, par les hommes politiques de droite ou de gauche, ceux qui vont réussir à donner l'image donner le bon label de ce gouvernement au fond, qui pourrait très bien être décrit comme de droite, de gauche, nouveau, jeune, féminin, pas si jeune, etc. Tout est possible en fait dans ce gouvernement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un effet de renouvellement important qui va faire sens, je pense, ne pas avoir les mêmes têtes. Le Premier ministre, pour ça, est très important, même si c'est un professionnel de la politique. Hein. Mais le fait qu'au fond, aujourd'hui, on ne sait pas encore. C'est presque un paradoxe, mais on ne sait pas encore quel est le gouvernement, parce que ça va dépendre de la manière dont la droite va ou pas le revendiquer. De ce qu'ils vont nous dire aussi, hein, parce que pour beaucoup, on ne les a jamais entendus. Voilà, certains ne les a jamais entendus, et puis il va y avoir une espèce de jeu où tout d'un coup, ça va devenir une gaffe, une erreur, un tel va parler très vite. Donc là, on est dans une phase de péril très importante pour Emmanuel Macron, c'est-à-dire que tout se joue là, et tout se joue d'autant plus que ce qu'il est en train de jouer, je pense, le président
présidence. Il est en train de jouer la future Assemblée, y compris de défaire l'idée, on va dire, du fait majoritaire. Là, on est vraiment en 58, pour le coup, c'est De Gaulle, qui a 2 fers au feu, voire 3 ici pour Emmanuel Macron, et qui essaye de jouer, de rester dans cette incertitude-là. Tout l'important est surtout pour lui que les qualifications soient multiples. Puis il y en a qui disent c'est de droite, puis il y en a qui disent c'est de gauche. C'est ça qui est important. Oui, on va les juger sur leurs paroles, Claude Veil, peut-être aussi sur les actes. Alors, il n'y a pas grand-chose à faire avant l'arrivée d'une nouvelle législature, mais on pense par exemple à des personnalités comme Muriel Pénicaud au ministère du Travail. On le sait, c'est l'un des grands chantiers que veut ouvrir Emmanuel Macron, la réforme du travail. Il y aura d'ailleurs des engagements qui auraient déjà été pris en ce sens vis-à-vis de l'Allemagne pour pouvoir aussi avancer en échange sur la directive travailleurs détachés, par exemple. Est-ce que nommer celle qui était jusque-là directrice générale de Business France, qui est plutôt en fait une femme d'entreprise, vue comme une femme d'affaires, pour négocier avec les syndicats, est-ce que ça va pas être difficile ? Je crois qu'elle est tout à fait caractéristique de ce qui donne la tonalité globale de ce gouvernement. Composite, c'est l'évidence. Européen, ça a été dit. Je crois qu'il a une troisième caractéristique, c'est un gouvernement qui se veut désidéologisé. Et probablement, c'est ça qui séduit une grande partie de l'opinion. Alors, on me dira que ne pas avoir d'idéologie, c'est une idéologie. Mais ce qui caractérise beaucoup des nouveaux entrants, notamment Madame Pénicaud, mais encore plus Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, c'est que ce sont des gens... Blanquer, alors lui, je le connais, j'ai fait des débats avec lui. C'est des gens qui refusent absolument d'entrer dans un débat par la porte de l'idéologie. Pour eux, il n'y a pas des solutions de gauche et des solutions de droite. Il y a ce qui marche et ce qui ne marche pas. Blanquer est un fan du benchmarking, du retour d'expérience, aller voir chez les autres ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et Madame Pénicaud, qui est une ancienne DRH, je pense qu'elle a la même approche. Elle a fait des travaux sur les questions du travail qui tournent beaucoup, par exemple, autour de la question de la souffrance au travail. Son idée, c'est qu'il faut essayer de régler les problèmes plutôt que de faire des fresques idéologiques. Donc, elle peut essayer de déminer, mais de toute façon, sur un sujet aussi sensible que la question de la réforme du droit du travail, dont évidemment Jean-Luc Mélenchon veut faire le Waterloo du nouveau pouvoir, elle sera pilotée par Matignon et par l'Élysée, parce que, comme Myriam El Khomri, il avait été par Valls, le sujet est tellement sensible, il est tellement au cœur même, parce qu'en effet, il y a une pression énorme de l'Allemagne et de Bruxelles pour qu'on réussisse cette réforme, et en France, elle va provoquer évidemment une crispation énorme dans le monde syndical et le monde du travail. Donc c'est la première grande épreuve du pouvoir, et ça va se jouer cet été dans la chaleur de l'été. Il va se jouer là quelque chose de très important pour l'avenir de tout le quinquennat. Et a priori, de ce que l'on peut savoir, elle est plutôt bien accueillie par la CFDT, parce que Laurent Berger et son syndicat, ils vont jouer dans l'affaire du travail un rôle absolument central. Voilà, il a déjà un petit peu lissé son discours sur le principe des ordonnances, pas sur le contenu du texte qu'on ne connaît pas encore, mais sur les ordonnances. Mais si cette femme, qui est une ancienne DRH de très grands groupes et qui est très connue dans le monde de l'entreprise, a ce contact positif ou privilégié avec la CFDT, c'est quelque chose d'essentiel. Elle a été chez Danone. Oui. Qui, depuis la grande figure tutélaire de Ribou, était une boîte qui était réputée être en pointe dans le dialogue syndical. Et pour l'innovation sociale. Et l'innovation sociale. Oui. Avant cela, d'autres ministères, les ministères régaliens, vont d'ores et déjà commencer à tourner, puisqu'ils n'ont pas besoin, contrairement par exemple au ministère du Travail, d'attendre les lois d'habilitation pour mettre en œuvre d'éventuelles réformes. Il n'y a pas vraiment de réforme. D'ailleurs, on est sous état d'urgence et on le voyait. Jean-Jérôme Bertolus, on va revenir juste au cas emblématique, puisque lui a réussi aussi à faire travailler ensemble des gens d'horizons différents. Gérard Collomb, à Lyon, il a réussi à faire cette synthèse. C'est une personnalité qui est au bon endroit, parce que c'est vrai qu'on ne l'attendait pas forcément. L'intérieur, on ne l'attendait pas forcément, et ce qui est intéressant, c'est que quand même, effectivement, notre nouveau président, il joue le renouveau, il joue presque la transgression, mais quand même, il a des repères politiques. Il nomme les 2 personnalités qui l'ont sûrement le plus aidé aux 2 premiers postes régaliens, et en plus, ce sont 2 personnalités qui tiennent leur région. Gérard Collomb, il tient sa région. C'est lui qui a fait les investitures d'En Marche. Vous avez vu que ça a grincé d'ailleurs sur le terrain. Donc il va amener, si ce n'est des bataillons,
des phalanges, effectivement, de députés très fidèles à l'Assemblée. Jean-Yves Le Drian, c'est exactement la même chose. Jean-Yves Le Drian, de toute façon, il était ministre des Affaires étrangères également, compte tenu de... On s'attendait à ce qu'il... D'ailleurs, il hérite des Affaires étrangères, qui ne reste pas à la défense. On s'attendait à ce qu'il ne reste pas nécessairement à la défense. Parce qu'il avait laissé entendre qu'effectivement, il avait été un très bon ministre de la Défense, qui fait consensus à droite et à gauche, et qui pouvait aspirer à autre chose. Au point d'abandonner la Bretagne ? Et là, il va être contraint d'abandonner la Bretagne, de travailler avec une ministre des Affaires européennes aussi, parce que vous avez vu que son intitulé, je rebondis juste sur ce qui vient d'être dit, mais c'est très juste, c'est un gouvernement très européen, puisque lui est ministre des Affaires européennes et des Affaires étrangères, une première sous la Ve République, si je ne m'abuse. Donc on met effectivement en avant l'Europe. Alors on n'attendait pas effectivement M. Collomb comme ministre de l'Intérieur, mais il va faire le job. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, la politique de sécurité à Lyon est plutôt bien nommée. Il est rassurant. Il a 70 ans dans un mois. Aujourd'hui, à part peut-être sur la question de la radicalisation, la sécurité, grosso modo, fait relativement consensus, sauf à l'extrême droite. On a vu des lois sur le renseignement votées quand même assez largement, pas toujours. D'ailleurs, le nouveau Premier ministre ne les a pas toujours votées, donc à quelques exceptions près. Mais globalement, ça fait consensus. La seule chose, c'est que Bernard Cazeneuve, pour prendre l'un des derniers, effectivement, responsables du poste, il bossait 48 heures sur 24. C'est un poste extrêmement exigeant. Maire de Lyon, sûrement aussi, mais Gérard Collomb va devoir donner de lui-même. Ça va être dur. C'est pas une critique, mais c'est une remarque objective. François Bayrou, troisième rang protocolaire, ministre d'État à la justice, avec sa fidèle Marielle de Sarnez aux affaires européennes. On l'écoute lui aussi, sa première réaction, avec notamment cette volonté de moraliser la vie publique. Il en avait fait son viatique pendant cette campagne. Je prends l'engagement que la loi sur la moralisation de la vie politique va être sur la table du Conseil des ministres avant les élections législatives. C'est l'engagement que nous avons pris. Tout le monde sait ici que c'est une loi qui me tient particulièrement à cœur. Voilà, François Bayrou, vous avez vu aux côtés de Jean-Jacques Urvoas à ce moment de la passation de pouvoir, place Vendôme. En plus des 80 candidats MoDem, Patrice Duhamel investi aux législatives par La République En Marche, c'est quand même bien payé, non, ministère de la Justice, oui. et puis Marielle de Sarnez aux affaires européennes. Il ne faut pas oublier quand même que quand il a passé l'alliance avec Emmanuel Macron, si ma mémoire est fidèle, dans les 10 jours qui ont suivi, Macron a pris 4 ou 5 points. Donc ça a été quand même une opération politique. Moment décisif, en plus. À un moment absolument essentiel. Non, ce qui est intéressant dans ce qu'il vient de dire, ça va être un test politique, puisque la loi elle sera adoptée en Conseil des ministres avant les législatives, mais par principe, bien évidemment, elle sera en discussion après. Eux, je crois savoir qu'ils vont essayer, en dehors des députés du Front National, j'imagine, de faire voter l'Assemblée à l'unanimité sur cette loi. Et ça sera difficile pour l'opposition, quelle qu'elle soit des Insoumis, soit des Républicains, de voter contre, compte tenu de tout ce qui s'est passé depuis quelques mois. Et ça, c'est un test intéressant. Si cette première loi un peu emblématique est votée par 80 ou 90% de l'Assemblée nationale, ça sera quelque chose d'essentiel. Dans le cas de François Bayrou, c'est vrai qu'on pense forcément, quand on entend moralisation de la vie publique, aux affaires qui ont entravé la campagne, et notamment celle de François Fillon. Il faut rappeler que pour lui, c'est déjà une préoccupation ancienne. On se souvient de son livre Abus de pouvoir contre Nicolas Sarkozy. Donc il est légitime finalement pour porter ce projet-là, Brigitte Gaïti. Oui, il est légitime. Peut-être que le Premier ministre, lui, le serait moins, si j'ai bien suivi ces pratiques. Mais juste... Enfin, on va quand même éclaircir, parce qu'il ne s'agit pas de... Mais enfin, c'est vrai que le monde, aujourd'hui, revient sur les déclarations de patrimoine des élus, et notamment au moment du vote de la loi sur la transparence de la vie publique, certains élus, notamment à droite, avaient un peu traîné les pieds. Voilà, c'est pour ça. Justement, ce qui est intéressant aussi, au-delà de cette question, c'est la manière dont on est obligé aujourd'hui d'aller voir les votes. Pour savoir, c'est tout à fait nouveau, ça, d'aller voir les votes des gens dans leur passé parlementaire pour voir ce qu'ils sont. C'est ce qu'on fait aux États-Unis depuis très longtemps. En France, puisqu'il y avait le fait majoritaire qui, au fond, mettait un bel écran à tout ça. Et là, tout d'un coup, on est obligé de se dire, mais finalement, oui, il est Premier ministre d'Emmanuel Macron, mais qu'est-ce qu'il a fait au Parlement? Et tout d'un coup, c'est tout à fait nouveau. Et ça, on va le faire, à mon avis, plein de fois. Et les votes à venir vont être
extrêmement on se rend compte qu'il n'a pas voté la Welcome Re, par exemple, des textes emblématiques, il va devoir l'approfondir. Là. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant sur le rôle du Parlement à venir dans les prochaines semaines, mois. Claude Veil n'est pas de cet avis. Si, tout à fait. Simplement, la loi El Khomri, il n'a pas voté parce que de son point de vue, elle n'allait pas assez loin. Donc, il a prolongé. Pour une bonne raison. Ça va pas le gêner beaucoup. Oui. Non. Oui, Ce qui était plus amusant, c'est ce que disait Jean-Jacques tout à l'heure, c'est qu'il a refusé de voter la loi sur la transparence. C'est ça que... Un mot là-dessus. C'était très intéressant le dialogue avec Urvois. Urvois, manifestement, il serait bien resté parce qu'on sent qu'il a énormément réfléchi à tout ce qu'il y a à faire pour réformer cette administration qui n'est pas conditionné pour le poste. Objectivement, il n'est pas une des plus performantes. Et c'était très étonnant la scène parce qu'en fait, il a exposé à Bayrou quel devrait être son programme. Et il lui a dit voilà ce qu'il faut faire, il faut demander des crédits, il faut embaucher, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut défendre l'indépendance de la magistrature et tout. Bayrou écoutez, lui, il avait en tête sa réforme emblématique sur la transparence, sur la lutte contre, sur la moralisation, la moralisation, etc. Oui. Dont, à mon avis, il ne faut pas attendre des monts et merveilles. Parce que nous avons déjà, depuis les affaires antérieures, Cahuzac, etc., une des législations les plus dures au monde en matière de conflit d'intérêts, de transparence des patrimoines, de déclaration, avec un contrôle par la haute autorité, etc. En réalité, ce qu'on va ajouter, c'est l'interdiction d'embaucher ses proches et le fait que les députés devront déclarer intégralement leur rémunération au lieu de passer la moitié en note de frais. Et de justifier, oui, c'est ça. Voilà. On ne peut pas dire que ça soit une révolution. Le conseil, quand même, c'est pas mais c'est déjà très limité, les possibilités. Sur les conflits d'intérêts, ça peut aller plus loin. Et René Dauzière... mais il y avait une date limite. Oui, et quand vous créez, mais vous pouviez effectivement créer ce qu'a fait François Fillon, sa société 2F, à la veille de votre entrée à l'Assemblée. C'est ça, mais maintenant, un député ne peut plus créer une société de conseil. Non seulement un député ne peut plus, mais surtout, toute activité de conseil sera normalement interdite. Mais vous avez vu que le Conseil constitutionnel pourrait y mettre son nez. Patrice Duhamel et... Non, je voulais sur ce point juste René Dauzière, qui est le député qui porte ces sujets-là depuis 10 ou 15 ans, va déposer une proposition de loi là, dans les jours qui viennent, avant de quitter l'Assemblée, puisqu'il ne se représente pas. Et il y a beaucoup de choses concrètes qu'il espère avoir, mais apparemment, il est en contact avec l'Élysée et Matignon là-dessus, dans le détail, pour aller encore plus loin que ce qui était prévu pendant la campagne de Macron. Mais juste, Jean Bertolus, on a parlé vous disiez, on va piocher aux États-Unis le fait de regarder effectivement les parlementaires. Moi, je trouve... Le voting record, comme on dit. Voilà. Je ne sais pas si on a tout d'un coup une espèce d'américanisation de la vie politique, si le souhait d'Emmanuel Macron, c'est de créer un parti démocrate. On voit effectivement, par exemple, avec ces ministres qui sont auscultés financièrement avant d'entrer en fonction. C'est peut-être pas seulement pour des raisons de transparence, c'est peut-être aussi pour des raisons politiques, mais peu importe, on va voir ces ministres qui vont devoir rendre des comptes à l'Assemblée très prochainement. Et puis, chaque année, on va voir un Emmanuel Macron qui va aller parler au Congrès. Donc, il y a effectivement une évolution. Mais je reviens sur ce que vous disiez, c'est pas un gouvernement qui est désidéologisé. Non, c'est vraiment un gouvernement modéré. Il veut vraiment créer un espèce de truc qui n'existe pas encore, et de droite et de gauche. Et d'ailleurs, on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà des réactions. Quand vous voyez aujourd'hui Marion Maréchal Le Pen qui met les pieds dans le plat... Avec Wauquiez, oui. Avec Wauquiez, qui dit « moi, je peux travailler avec la droite conservatrice, etc. » On voit que quand il fait bouger, les plaques tectoniques sont en train de bouger très sérieusement. Donc ça montre bien que quand même... Derrière, parce que c'est vrai qu'il n'a qu'un mot à la bouche, Emmanuel Macron, vous avez sans doute remarqué, c'est l'efficacité. Parce qu'en politique, on n'a pas toujours entendu. Oui, ce qui marche. Voilà. Et donc, on peut se dire, voilà, c'est l'efficacité comme dans l'entreprise. Mais clairement, ça va bouger, quoi. Et ça montre que c'est un gouvernement assez idéologique. Un mot de l'arrivée pour remplacer donc Jean-Yves Le Drian partant pour les affaires étrangères de Sylvie Goulard. Alors on ne dit plus à la défense mais aux armées. On retrouve le terme de 1958. C'est la dernière fois que le poste a été intitulé de 58 à 69. Pierre Messner, ministère des Armées. Alors qu'on s'attendait à l'inverse, on aurait pu penser Sylvie Goulard plutôt proche des affaires étrangères ou des affaires européennes et Jean-Yves Le Drian restant à l'armée. C'est le switch mystère. À la défense. Tout le monde se perd en conjecture sur la raison pour laquelle on a permuté. En effet, Sylvie Goulard paraissait profilée pour être ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, puisque c'est son dada. Et tout le monde pensait que Le Drian resterait à la défense. Donc tout le monde s'interroge en réalité sur quel est le véritable sens de cette permutation
qui a un côté ironique. C'est que souvenez-vous que les commentateurs, pendant des années, notamment au temps de Fabius, ont dit qu'en gros, sous Hollande, le ministère de la Défense avait tué le ministère des Affaires étrangères parce que toute la politique était extérieure de la France se résolvait dans le militaire. Et Fabius, on avait l'impression qu'il était presque un figurant. C'était le patron de l'international, c'était Jean-Yves Le Drian. Il y a un paradoxe qu'aujourd'hui il récupère. La seule justification objective, a priori, c'est un progrès très significatif sur la défense européenne. Oui. Alors, elle gérera ça sans doute en coproduction avec Jean-Yves un gros dossier aux Affaires étrangères. Mais là, il y a peut-être un créneau avec cette volonté de François Hollande, qui n'a jamais abouti, par exemple, de défalquer le prix des opérations extérieures. Dieu sait qu'on paye le prix dans tous les sens du terme en France. 3%. Du budget. C'est pas fait ça à Bruxelles. C'est pas fait. Non, mais je veux dire, ce qui est vrai, c'est que la défense est aujourd'hui un sujet européen. Ça, c'est clair. Un dernier mot, on n'aura pas le temps de réagir, mais pour vous dire qu'on retrouve aussi une tradition qui a eu cours longtemps dans les gouvernements de la Ve République. Les ministres battus aux législatives devront démissionner de leur poste. Voilà. Oui, alors je ne sais pas combien sont candidats. Ils sont 6. 6 dont... Ça n'a pas toujours été le cas. On avait perdu un peu cette habitude. Il y a un duel qui va être passionnant. C'est Majoubi, je crois, qui s'appelle contre Majoubi, qui est chargé de sortir Cambadélis à Paris. Voilà. Ça va être une élection très intéressante. Secrétaire d'État chargé du numérique. Merci donc beaucoup. De la sécurité numérique en particulier. Et oui, ça va être, on l'a vu notamment avec cette élection, un grand sujet. Merci beaucoup. Merci à Brigitte Gaëty d'avoir été avec nous. Merci à vous, Patrice Duhamel. Merci à Claude Veil et à Jean-Jérôme Bertolus. Restez avec nous. L'actualité vue du net et notamment l'arrivée de ce nouveau gouvernement, c'est tout de suite un œil sur les médias. Le gouvernement d'Édouard Philippe dévoilé donc aujourd'hui. On en parle avec Anthony Saint-Léger. On en parle évidemment sur le net. Bonjour Anthony. Oui, et le premier intéressé, Emmanuel Macron, un gouvernement de rassemblement et de renouvellement. C'est féliciter le président de la République sur Twitter en publiant cette photo. Une photo qui a été tout de suite légendée par ce journaliste. On n'est pas bien là entre hommes sans ministère des droits des femmes, qui critique donc l'absence de ministère des droits des femmes, qui était pourtant une promesse d'Emmanuel Macron. C'est assez terrible avec les tweets, c'est qu'il reste. Et il y a, alors certes, pas de ministère des droits des femmes, à défaut, un secrétariat d'État pour l'égalité homme-femme, qui sera donc endossé par Marlène Schiappa. Un choix... Qui est une militante de longue date. Exactement. Exactement. Un choix regretté, non pas Marlène Schiappa, mais l'absence de ministère par ce journaliste. Droits des femmes deviennent l'égalité homme-femme et sont relégués au rang de secrétariat d'État, mais également par plusieurs associations féministes, les effronter, mais également oser le féminisme. Un gouvernement qui se veut toutefois strictement paritaire, avec 9 ministres femmes et 2 secrétaires d'État femmes, pareil chez les hommes, mais si pour certains, c'est une parité en trompe-l'œil, car les gros ministères, comme on a tendance à les appeler, ont tous été confiés à des hommes, excepté l'armée, qui revient à Sylvie Goulard. Une parité de façade donc pour cet autre twitto. C'est du pur affichage, même pour ce militant écologiste qui rappelle que dans l'ordre protocolaire des ministres, il n'y a qu'une seule femme parmi les 6 premiers postes. Des écologistes qui saluaient toutefois la participation inattendue de Nicolas Hulot comme ministre d'État de la transition écologiste. Un signal fort et positif vu selon Europe Écologie Les Verts, qui du coup appelle à voter écolo pour les législatives et soutenir du coup le travail du nouveau ministre. Plusieurs internautes, eux, ont critiqué le manque de renouveau. C'est le cas de cet internaute. On prend des visages inconnus du grand public, mais en politique depuis longtemps. C'est ça la définition du renouveau. Autre internaute à avoir fait cette critique, c'est celui-ci qui nous dit: quand tu te rends compte que Bayrou était déjà ministre en 95, le fameux renouveau. Et c'est une critique. Il en fallait bien. Il faut aussi On avait commenté dans les mêmes termes le retour de Bernard Ponce au gouvernement quand c'était Alain Juppé en 1995 et dans un gouvernement très rajeuni à l'époque. Exactement, et parfois c'est bien aussi d'avoir des poids lourds dans certains domaines. Alors une critique qui a été faite aussi à gauche, et notamment le premier secrétaire du Parti socialiste qui déplorait donc le manque de renouveau, mais aussi un gouvernement de droite, tout comme le député européen Emmanuel Morel, gouvernement Giscard, et audacieux avec ça. Il y en a un ou deux qui ont été à gauche dans le temps, tout comme aussi le directeur de campagne à la primaire de Benoît Hamon, Mathieu Hénault.
Hanotin qui faisait référence à la présence d'Édouard Philippe, mais aussi de Bruno Le Maire et de Gérald Darmanin. Une présence qui a été déplorée aussi à droite, puisque le secrétaire général des Républicains, Bernard Accoyer, a dénoncé un gouvernement de confusion et les a expulsés de fait, exclus en tout cas. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré dans un communiqué. Bruno Le Maire qui lui a répondu à cette exclusion sur Facebook. La France vaut mieux que les partis, la France mérite mieux que les exclusions. Un mot de la marque Chanel qui choque en mettant un des accessoires de sa collection Printemps-été 2007 en vente. Oui, un boomerang qui est objet de luxe, mais aussi objet de critique. Alors, apparu en janvier dernier, l'accessoire n'a pas vraiment fait de vague, mais c'est surtout qu'il a été réutilisé par le mannequin Jeffree Star sur ses comptes Instagram et Twitter. Et au-delà de l'utilité, on peut s'interroger, et du prix aussi, puisque ça vaut quand même près de 1 300 €. Il revient, on ne le perd jamais. Voilà. Quoi qu'à ce prix-là, je ne suis pas sûr qu'il revienne beaucoup. Mais beaucoup ont dénoncé en fait une appropriation culturelle, puisque certes c'est ludique, mais c'est aussi une arme de chasse inventée par les indigènes d'Australie. Et ça n'a pas plu forcément à tout le monde. Quand même Chanel essaie de dévitaliser ta culture, nous dit cette internaute australienne, un manque de respect même pour cet essayiste, enfin issu de la communauté aborigène, eh bien... a même ironisé, j'ai décidé d'économiser de l'argent pendant les 3 prochaines années pour me rapprocher de cette culture. Alors la marque n'a pas vraiment réagi, si ce n'est en précisant qu'elle voulait respecter les cultures et surtout que ce n'était pas son but d'offenser quiconque. Par comme objet décoratif, on se demande bien pourquoi acheter un boomerang Chanel. Voilà, c'est ce que je disais. Pour les jeux de plage. Merci beaucoup, Anthony. C'était un œil sur les médias. Restez avec nous, on se retrouve, nous ou pas nous, mais l'actualité, elle continue sur France 24.